Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous parler, faire un petit rappel sur la théorie de l'évolution de Darwin. Je pense que tout le monde ici en a déjà entendu parler. Cette théorie, elle stipule que seuls les êtres qui s'adaptent le mieux à leur environnement sont les êtres qui vont continuer et persister dans l'existence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie qui va permettre à votre produit de persister dans l'existence, dans l'environnement des produits B2B hyper compétitifs. Cette stratégie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Product-Led Growth, ou la croissance axée sur le produit. Comment construire un produit qui se vend par lui-même. Avant de commencer, est-ce que tout le monde est familier avec le terme B2B, les produits B2B? Et aussi, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu parler de Product-Led Growth? Si oui, non, personne? Ok. Donc, pour faire une définition rapide, le Product-Led Growth, ou la croissance axée sur le produit, c'est le fait de baser le produit, mettre le produit au centre de sa stratégie de croissance afin de ramener ses utilisateurs. C'est la stratégie de croissance utilisée par beaucoup de produits qu'on utilise tous ensemble. Je pense que tous ici, on utilise au moins une ou plusieurs de ces produits-là. Et ils ont connu notamment leur croissance ces dernières années grâce à la stratégie Product-Led Growth. Pour comprendre le Product-Led Growth ou la croissance axée sur le produit, le mieux c'est de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de remplacer avec cette stratégie-là. Et le modèle le plus développé et qui existe dans toutes les boîtes qui essaient de vendre des services à d'autres entreprises, c'est les sales. Dans notre entreprise, on a des sales qui vont passer leur journée à chercher des prospects pour les contacter, par mail, par téléphone, par pigeon voyageur, peu importe. L'idée est de contacter le maximum de personnes possible pour décrocher le Graal, qui est le fameux meeting de closing avec l'exécutif de la boîte à qui on essaie de vendre. Donc, une fois qu'on déclenche ce meeting, on va essayer de construire un package avec une tarification sur mesure et un package sur mesure pour l'entreprise pour leur vendre notre produit. Cette méthode-là, elle a plein de problèmes. C'est une méthode historique, bien sûr, qui a démontré ses preuves. Ça marche, on a toujours fait comme ça, sauf qu'il y a plein de problèmes dans cette méthode-là. Et le premier problème qui est fondamental, c'est l'adoption du produit. Quand on adopte une approche de vente basée sur les sales, ben on va commencer par une adoption du produit par l'entreprise. Et ensuite, on va essayer de pousser le produit auprès des équipes. Et c'est qu'à la fin que l'utilisateur va découvrir le produit pour l'utiliser. Alors, le Product-Led Growth, ou la croissance axée sur le produit, elle nous dit non, non, moi je ne veux pas de tout ça. Je ne veux pas passer 5 mois, 6 mois de négociation, ensuite 3 ou 4 mois d'intégration, pour enfin avoir Cyprien, mon meilleur UX, il me dit bah, ce produit-là, non, ça ne marche pas pour mes équipes, ça limite notre créativité, je ne veux pas de cette solution-là. Avec la croissance axée sur le produit, on va avoir un shift de paradigme où on va essayer de pousser le produit d'abord chez l'utilisateur final. On va aller chercher une activation de l'utilisateur final pour ensuite travailler sur la rétention, où on va avoir ce déclic auprès de l'utilisateur, où il va se dire « Ok, ce produit-là, en fait, il va régler des problèmes que j'ai dans mon utilisation de tous les jours. » Et ensuite, on va essayer de le transformer en power user, qui va ensuite le pousser auprès de ses équipes. Et une fois qu'on a cette adoption du produit auprès des équipes, c'est là qu'on va chercher à intégrer le produit à l'échelle de l'entreprise. La croissance axée sur le produit, elle règle aussi un problème fondamental qu'on a dans le monde du B2B, c'est la proximité avec l'utilisateur final. Dans les produits B2B, souvent, il n'y a pas assez de boucles et de connexions et de proximité avec l'utilisateur final. Ce qui est bien dans le consumer product, c'est on a plein de produits, l'utilisateur, le consommateur, il choisit notre produit, il achète, s'il aime bien, il le rachète, et chaque acte d'achat, c'est un vote pour notre produit. Si j'ai assez de votes aujourd'hui, ben je reviens demain, je rouvre boutique, je peux développer mon produit. Cette proximité-là, on ne l'a pas dans le monde B2B en dehors du Product-Led Growth. C'est pourquoi, avec le Product-Led Growth, on parle de consumerization of software. On va chercher à avoir cette logique et cette relation saine avec l'utilisateur final, comme on l'a avec les produits consumer, avec les softwares. Comment le Product-Led Growth il construit cette relation-là? Là, si on part sur une définition de base de la stratégie de croissance axée sur le produit, c'est tout simplement une stratégie de croissance où le produit même est le moteur principal de l'acquisition, la rétention et la monétisation des clients. Comment on va faire ça? Pour l'acquisition, quand on veut avoir un produit qui se vend tout seul, la base c'est d'avoir une version gratuite ou un freemium. Alors il y a plein d'écoles sur plein de produits, comme les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y a certains produits où ils ne vont pas proposer une version gratuite complète, on va proposer des périodes d'essai, des crédits ou des limites d'utilisation.
c'est des méthodes qui sont utilisées, qui sont bien répandues. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir une version complète, gratuite, pour avoir un maximum d'attraction. Ensuite, ce qui est primordial aussi, c'est d'avoir un onboarding intuitif et automatisé. L'utilisateur doit pouvoir utiliser mon produit sans avoir un customer care derrière lui qui lui dit « clique ici, va ici ». Il doit pouvoir naviguer dans les différentes features sans avoir à avoir quelqu'un derrière lui. Aussi, il faut avoir un alignement des équipes pour l'acquisition. Il faut que l'équipe growth ou marketing soit intégrée à l'équipe produit pour qu'on ait les mêmes objectifs et qu'on poursuive les mêmes tâches à réaliser. Le dernier point qui nécessitera un petit peu plus de développement, c'est le déclenchement des boucles. Un point primordial quand on veut avoir une acquisition axée sur notre produit, c'est le fait de déclencher des boucles avec notre produit. Et ce que je veux dire par boucle là, c'est le fait d'avoir un input dans notre produit qui lead à une action ou l'utilisation d'une feature qui elle-même va leader à un output. Et l'enjeu, c'est de trouver comment cet output-là, il nous ramène encore à notre produit. C'est-à-dire un utilisateur qui fait quelque chose qui ramène un autre utilisateur, un contenu généré dans mon produit qui génère un autre contenu dans mon produit. C'est un sujet assez large, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps de le voir aujourd'hui. Aussi, il y a la rétention. L'enjeu majeur pour la rétention pour cette stratégie-là, c'est la data. Pour pouvoir traiter la croissance axée sur le produit, il faut avoir une bonne maîtrise de la data pour mieux comprendre le parcours utilisateur et pour aussi pouvoir proposer à mes utilisateurs un parcours qui est orienté selon leurs besoins. Si tu as un produit, par exemple, de suivi de la performance, tu ne vas pas proposer la même expérience utilisateur à un professeur qui veut suivre les notes de ses étudiants que l'expérience que tu vas proposer à un directeur commercial qui suit 3500 commerciaux qui sont développés sur 50 pays dans le monde. Du coup, il faut avoir cette maîtrise de la data. L'un des points aussi essentiels, c'est la preuve sociale ou le social proof. Si ton produit est utilisé par Nike, par Adidas et qu'il n'y a pas de clause de confidentialité, ben il faut montrer tes preuves sociales pour pouvoir retenir tes utilisateurs. Il faut garder en tête que l'achat et l'utilisation des produits, c'est aussi une décision émotionnelle et la preuve sociale, elle aide beaucoup pour la rétention. Enfin, pour la monétisation, la base pour un produit qui veut se vendre lui-même, c'est d'avoir le self-service. Il ne faut pas arriver sur le produit et être perdu, comment acheter le produit, comment passer à la version payante. Le self-service, c'est la base. Tout le monde doit être capable de venir, naviguer sur le produit et se dire, là, je veux passer à la version payante. Il doit pouvoir sortir sa carte bancaire et payer. Ensuite, toujours dans le cadre de la data, ça va nous permettre d'avoir une conscience des use cases des différents personas qu'on a. Et cette conscience-là, on va essayer de la pousser auprès des personas. Je vais anticiper le besoin des clients ou des utilisateurs avant qu'ils arrivent au stade où ils vont se dire « là, j'ai une limitation et je veux passer à ce cap-là avec ce produit ». Deuxième point important dans cette conscience-là, c'est que ça va ouvrir des pipelines pour les sales. C'est que on va mettre en place ce qu'on appelle une product-led sales pipeline. C'est là où, au lieu que les sales aillent contacter des bases de données mélangées de prospects, on va leur fournir des prospects hyper qualifiés, qui connaissent déjà notre produit, qui connaissent les limites et qui savent déjà, ils ont déjà une conscience de comment mon produit peut les aider s'ils l'intègrent à l'échelle de leur entreprise. Donc là, on va passer un petit use case où je vais vous parler d'une entreprise qui, grâce au Product-led Growth, a connu une croissance fulgurante à l'espace d'une année. Cette entreprise, elle a augmenté son chiffre d'affaires de 750 millions de dollars de revenus annuels à plus de 3 milliards de dollars. Cette entreprise, elle a augmenté ses utilisateurs actifs en l'espace d'une année de 2900%. Et l'un des produits de cette entreprise a même été utilisé par mon grand-père dans son petit village au Maroc. Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle entreprise je parle? On l'a tous utilisé, on l'utilise tous. Non, B2B. Cette entreprise, c'est Zoom. Zoom, elle propose, comme vous le savez tous, elle propose des conférences, des vidéoconférences pour les entreprises, services de chat, etc. Pendant l'année du Covid, le grand public a découvert Zoom, et on a vu de tout et n'importe quoi sur Zoom. Des mariages Zoom, aux apéros Zoom, aux conférences hyper sérieuses sur la théorie de la Terre plate. J'adore les théories complotistes. Et on a vu de tout et de rien, puisqu'il y a eu des millions et des millions de nouveaux utilisateurs qui ont découvert ce produit-là. Alors vous allez me dire que c'est surtout dû au Covid. Certainement, le Covid a joué un grand rôle pour l'expansion de Zoom, mais si Zoom, elle basait son expansion uniquement sur les sales, Zoom n'aurait jamais eu l'opportunité de capter tous ses utilisateurs de base. Et même si Zoom voulait capter ces utilisateurs, ils ne vont pas pouvoir les faire passer par leur tunnel de sales, où ils vont qualifier le prospect, ils vont rédiger les contrats, négocier le package,
l'intégration, etc. Et même si vous voulez le faire, ils n'auraient jamais assez de sales ou assez de pigeons voyageurs pour faire rentrer tout le monde. Au lieu de ça, Zoom avait une stratégie axée sur le produit, où le produit même peut se vendre tout seul. Parce qu'avec une croissance axée sur le produit, on peut dire oui à tout le monde. Tout le monde peut venir sur mon produit, tout le monde peut l'utiliser, et tout le monde peut voir les limites, et ensuite peut-être passer à la version payante. Et cette croissance axée sur le produit, on la voit dès la page d'accueil de Zoom, ou la landing page, où on voit clairement le bouton pour contacter les sales, si on veut l'intégrer à l'échelle de l'entreprise, mais on voit surtout deux gros boutons bleus, Call to Action, pour l'utilisation gratuite, avec une inscription gratuite instantanée, et aussi accès au tarif du produit. Et en parlant de landing page, là on va passer à la troisième partie de cette présentation, qui est un petit quiz. Notre quiz est sponsorisé par Sel au Poivre de Burger Quiz et Alain Chabat. Je vais vous montrer des landing pages et vous allez me dire, est-ce que c'est une croissance axée sur le produit, PLG, SLG, croissance axée sur les sales, ou bien les deux? C'est clair pour tout le monde? Parfait. La première landing page, c'est Content Square. Content Square est une grande réussite française, l'une des plus belles startups françaises. Là, en voyant leur landing page, vous pensez c'est PLG, SLG ou les deux? Les deux? Les deux? Les deux? Sales, exactement. On voit nulle part un call to action pour utiliser le produit. On ne peut pas utiliser Content Square, il faut systématiquement passer par les équipes sales. Donc Content Square, c'est une stratégie uniquement sales that goes. Il n'y a que le sales qui compte. Deuxième exemple, ClickUp, un outil de gestion de projet, de documentation, de chat, etc. PLG, SLG ou les deux? PLG? PLG? Les deux? Oui, exactement les deux. On voit bien le gros call to action pour commencer à utiliser, mais on voit aussi qu'ils ont un contact sales. Du coup, eux, c'est les deux. Dernier exemple, Durable, qui est une IA pour générer des sites internet, PLG, SLG ou les deux? PLG. Là, pour le coup, ils n'ont même pas de contact sales, ils n'ont pas de team sales, et du coup, c'est que PLG. Du coup, voilà, l'idée, c'est de voir comment une entreprise qui a cette structure de croissance axée sur le produit, dès la landing page, on voit cette stratégie-là et comment ils basent leur croissance. Maintenant, quatrième et dernière partie, je vais vous parler des erreurs à éviter quand on veut faire ce shift ou ce pivot vers une organisation de croissance axée sur le produit. La première erreur, c'est de vouloir sauter directement à la croissance. Avant de traiter les sujets de la croissance ou le product-led growth, il faut d'abord avoir un produit qui a une traction. Il faut trouver son product market fit. Il faut trouver ses utilisateurs. Après ça, il faut maîtriser la data que ces utilisateurs nous montrent. Il faut comprendre comment nos personas réagissent, comment nos personas utilisent notre produit. Et une fois là, qu'on va voir comment traiter la croissance à purement parler. D'accord, dès le départ, on va chercher à avoir une intégration de self-service. Dès le départ, on va avoir la possibilité d'un onboarding qui est intuitif et facile. Mais par contre, la croissance, purement parler, ça ne vient qu'après la maîtrise de notre data. Deuxième erreur, c'est une erreur assez récurrente. Là, on voit une image où un CEO il essaye de pousser le revenu comme KPI ou comme goal pour l'équipe produit. C'est une erreur qui est assez récurrente chez plein d'équipes produits où ils veulent prendre tous les KPI sauf les KPI business. Ils veulent jamais avoir relation avec le rendement de leurs produits. Et ça sert à quoi d'avoir un produit hyper intuitif, bon, avec des millions d'utilisateurs, si tu n'arrives pas à le monétiser. À un certain moment de l'évolution du produit, on doit avoir comme métrique principale le revenu de ce produit. Et là, il y a l'un des exemples les plus connus qui est Trello. Je pense que vous connaissez tous Trello. Trello a connu une grande expansion entre 2012 et 2013. Et ils avaient des millions d'utilisateurs, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à monétiser. Ce qui s'est fait, c'est que Trello s'est fait racheter pour 3 bouchées de pain par Microsoft en 2017. Donc la monétisation doit être un but ultime de chaque équipe produit. Vous vous rappelez tout à l'heure, troisième erreur, du parcours d'adoption, où on commence par l'utilisateur et on finit par l'entreprise. L'une des erreurs qui est très très commune, et qu'on voit même sur les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est quand est-ce qu'on monétise notre produit. Et là, je veux dire à quelle étape de l'adoption on va essayer de pousser la version payante. La pire erreur qu'un produit puisse faire, c'est d'essayer de monétiser à peine après l'activation du produit. Votre utilisateur, dès que vous faites ça, il se dit qu'ils sont hystériques, j'ai pas besoin de ce produit. J'ai eu cette expérience-là avec un exemple que je vous ai mis tout en bas, qui est WooClap. WooClap, c'est un outil de quiz. Il y a quelques mois, on avait une soirée entre copains, on voulait faire un petit quiz.
Je prends en charge l'organisation de ce quiz, je cherche en ligne, je trouve WooClap, ils ont un très bon référencement pour avoir des utilisateurs sur Google. Du coup, je crée le compte, hyper intuitif, je crée la première question du quiz, la deuxième, et au bout de la deuxième déjà, il me demande de passer à la version gratuite. J'ai même pas essayé de comprendre que j'ai fermé l'onglet. Beaucoup trop tôt, beaucoup trop contraignant. Donc, très mauvaise idée d'essayer de monétiser vos utilisateurs dès l'activation. Deuxième idée d'activation, c'est après le déclic. Une fois que votre utilisateur commence à comprendre le use case pertinent pour lui avec le produit. Et là, j'ai mis un exemple qui est Zapier. Là aussi, je trouve que Zapier, ils essaient de monétiser beaucoup trop tôt. Zapier, au bout, tu as droit qu'à un seul task, et qu'un seul zap, pardon, et 100 tasks. C'est pas mal, c'est mieux que de monétiser au bout de 2 questions, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Ce qui devient être plutôt bien, c'est la monétisation quand l'utilisateur passe par le processus de devenir un power user où il va le pousser auprès de ses équipes. Et un exemple ici, c'est Calendly. Calendly, c'est un outil de gestion de calendrier où moi, comme freelance, j'ai des prospects ou j'ai des clients, ben je peux leur proposer un calendrier gratuitement où je peux booker autant de rendez-vous que je veux gratuitement. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et le mieux, ce qui serait à faire, c'est de monétiser après l'adoption des équipes. Une fois que le power user a poussé le produit auprès de ses équipes et que ses équipes l'ont adopté, là c'est une très bonne idée. De là, on va chercher à monétiser notre utilisation pour une intégration à l'échelle de l'entreprise. Et Notion, ils font très bien ça. Notion, on peut créer un espace et collaborer. On peut avoir toute mon équipe qui crée du contenu, supprime, modifie, etc. Là où on va passer à la gestion de rôle ou l'intégration à la task technique, c'est là où on va chercher à intégrer à l'échelle de l'entreprise. Donc voilà, à chaque fois que vous avez cet enjeu de monétiser votre produit et que vous hésitez entre trop tôt ou trop tard, rappelez-vous que c'est ça la tête que votre utilisateur voit si vous essayez d'utiliser beaucoup trop tôt. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apporté un peu de connaissances.